Prunelle, un podcast vidéo qui aborde le sujet du handicap visuel et de l'inclusion. Bonjour, Bonjour. Alessandra Canuto, vous travaillez avec l'IMAD et aujourd'hui nous sommes très heureux de vous recevoir dans Prunelle. Nous allons faire le 13e épisode, 11 sont déjà en ligne et 1 est en cours de montage et va être bientôt validé. Donc vous êtes bienvenue à bord de Prunelle. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des activités de l'IMAD et aussi de votre rôle et de votre façon de comprendre les besoins à Genève, dans la population du canton. Et l'IMAD a une mission auprès, si je ne me trompe pas, de 20 000, 22 000 personnes. Et vous êtes environ 2400, 2500 collaborateurs et collaboratrices. Donc c'est un grand vaisseau à Genève qui a une mission sociale, sanitaire, aussi de prévention sans doute. Et j'aimerais bien qu'on puisse en parler aujourd'hui avec vous. Donc nous ouvrons cette conversation. Et la première question, c'est les besoins. Comment aujourd'hui peut-on définir les besoins à Genève et quelle est l'évolution de ces besoins dans le temps ? Bien, alors merci beaucoup pour cette invitation. Peut-être avant de définir les besoins, dire quelques mots sur l'IMAD, qui est effectivement l'institution genevoise de maintien à domicile. Donc, vous décrivez cela comme un grand bateau, mais c'est un bateau institutionnel, effectivement. C'est un établissement public autonome qui a comme mandat, alors effectivement un mandat sanitaire, celui de soigner à domicile, comme notre nom l'indique, mais aussi d'accompagner et aussi de former. Donc effectivement, nous avons ces 3 piliers sur lesquels se base notre mission, qui sont un peu au soutien de ce qu'on fait dans la reconnaissance des besoins et, si possible, dans la réponse des besoins. Si on regarde aux besoins de la population, je crois que c'est difficile d'identifier un seul besoin ou une seule population. L'IMAD s'occupe de tout type de population, de tout âge, malgré le fait que quelquefois on pense à l'IMAD surtout pour les personnes âgées, mais non, effectivement, nous avons une population qui peut aller des enfants à des adultes, en général de toute personne qui a besoin à un moment ou à un autre d'une aide, d'un soutien ou d'un accompagnement d'une manière ou transitoire ou chronique. Donc, effectivement, on a beaucoup de personnes que nous accompagnons 3, 4, 5, 6 fois par semaine, voire 7 fois par semaine, et d'autres personnes qu'on accompagne pour un petit moment et de manière ponctuelle. D'accord. C'est intéressant parce que j'avais une représentation de l'IMAD comme étant fortement dédiée aux personnes âgées, du grand âge. Et maintenant, j'apprends, en vous écoutant, là, je découvre que les enfants ou les jeunes peuvent aussi profiter de vos services. Alors, effectivement, si on regarde la distribution de la population à l'IMAD soignée ou dont l'IMAD s'occupe, c'est une population qui est fortement orientée vers la personne âgée, mais vraiment pas seulement. Et on a des programmes spécifiques qui s'adressent essentiellement aux enfants, par exemple. D'autres programmes qui s'adressent à des patients oncologiques, donc qui peuvent avoir tout âge et à tout moment de la vie. Et donc, d'autres situations aussi très ponctuelles. Ça peut être la fracture d'un membre à un moment donné, donc quelque chose qui peut être, qui peut amener quelqu'un à demander de l'aide d'une manière ponctuelle et pas seulement à long terme. Oui. Donc faisant suite, par exemple, à une hospitalisation. Par exemple, il faut regagner de l'autonomie dans les mouvements, dans la vie quotidienne. En partant du présupposé que le but principal est celui que les personnes puissent vivre le plus longtemps possible au domicile et le plus longtemps possible en autonomie. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement se fait parfois via des soins, parce que les personnes ont besoin de recevoir des soins, mais aussi via toute une série d'actions, de prestations qui sont en soutien à l'autonomie, comme la livraison d'un repas, comme l'aménagement d'un appartement, ou bien comme le fait de s'occuper de l'intérieur de l'appartement de quelqu'un. Donc, c'est vraiment plusieurs axes, mais avec un objectif final commun qui est le maintien de l'autonomie et le maintien à domicile. Oui.
Et puis, dans une de nos rencontres préparatoires, vous m'aviez dit que vous aviez aussi vous-même une expérience. Donc, vous êtes d'abord, on pourrait vous présenter en quelques mots. Vous êtes responsable donc du pôle santé communautaire et habitat. Oui. Vous êtes médecin. Oui. Et vous avez une expérience dans votre cursus aussi auprès de personnes malvoyantes, sauf erreur. Oui, alors dans les temps, plutôt comme accompagnante d'un point de vue psychiatrique, et aussi pour m'être intéressée à certains moments de mon parcours à la manière dans laquelle les personnes non-voyantes ou malvoyantes rêvaient. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, dans ma fonction à l'IMAD, c'est plutôt celle d'être responsable de certaines des équipes qui s'occupent de manière peut-être parfois plus ponctuelle et plus précise des personnes qui ont un problème de basse vision. Donc, j'entends qu'il y a le rêve qui était un objet d'étude pour vous. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait reprendre dans le cours de la conversation. Et en effet, donc maintenant, un autre thème qui nous intéresse, donc c'est aussi l'encadrement, enfin le mode d'accompagner les personnes. Et donc il y a des équipes et il y a des métiers. Vous avez parlé de formation aussi. Donc quels sont dans les métiers, disons, qui sont mobilisés? Alors, peut-être avant de décrire quels sont les métiers, dire que à l'IMAD, au moment de la rencontre avec une personne qui n'est pas encore un patient, donc qui est une personne qui arrive sur une indication souvent médicale ou hospitalière, il y a un premier moment qui est le moment de l'évaluation. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir établir avec la personne, évidemment, quels sont ses besoins, quels sont ses intérêts, quelles sont ses priorités, pour pouvoir par la suite identifier quelles sont les réponses qu'on peut apporter de la manière la plus adéquate possible. Donc évidemment, dans certaines situations, le fait d'identifier des besoins qui sont en relation avec la vision, mais aussi, par exemple, avec un intérêt particulier pour une activité, fera en sorte que les bons collaborateurs, les bons professionnels, sera quelqu'un qui peut mettre ensemble ces deux aspects, c'est-à-dire aider la personne à vivre sa vie avec une bonne qualité de vie et avec son problème de basse vision, mais à continuer à garder un certain nombre de ses passions, de ses intérêts et de ses priorités. Oui, c'est vrai que, alors encore une fois, dans la préparation, je me souviens avoir formulé qu'apparemment on pourrait aider une personne à faire la cuisine, et vous me disiez, oui, mais on peut aussi peut-être l'aider à faire du piano, à jouer au piano. Oui, je pense qu'évidemment, nous tous, nous avons des priorités vitales quelque part. Le fait de manger, d'avoir un toit sur la tête, de s'occuper de la maison, d'avoir des relations sociales, etc. Mais on a aussi des passions. Et parfois, la nourriture et la passion pour les personnes constituent la même priorité. Et c'est vrai que de pouvoir continuer à sortir, avoir une certaine indépendance, de se rendre dans des lieux qui sont des lieux importants pour la personne, parfois constitue le même niveau de priorité que le fait de se nourrir ou de bien dormir ou d'avoir un toit. Donc, c'est très important que dans l'établissement des priorités et des besoins, la personne soit l'acteur principal pour pouvoir exprimer de manière vraiment très, très approfondie quelles sont les choses importantes de la vie. C'est vrai que là, vous touchez aussi quelque chose d'une autre réalité de ce que vous faites, de l'IMAD, c'est qu'il y a aussi un accompagnement qui n'est pas que sur le registre médical. Parce qu'on pourrait aussi avoir cette image que l'IMAD va plutôt faire venir des infirmiers, des infirmières, du personnel soignant, alors qu'il pourrait s'agir d'autres métiers ou d'autres profils qui peuvent être évidemment attentifs aux questions de santé, mais aussi avant tout à la vie quotidienne, à la vie sociale, même à la pratique d'un art ou d'un loisir. Oui, effectivement. Évidemment, le corps infirmier est un corps central dans la vie et dans l'activité de l'IMAD parce que beaucoup de choses passent par des soins
que ce soit des soins psychiques, mais aussi des soins physiques. Vous faites référence peut-être à d'autres types de professionnels comme les ergothérapeutes. Les ergothérapeutes sont des professionnels un peu particuliers parce que effectivement ils s'occupent de fournir des soins parce que leur activité c'est une activité des soins, mais avec une attention particulière pour les situations de la vie quotidienne qui font du sens pour la personne. Avec ça, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'analyse d'un ergothérapeute, l'effet de pouvoir préparer un repas pour les petits-enfants, ou bien de continuer à jouer du piano, ou bien de pouvoir aller sortir pour aller au bistrot avec des amis, restent des activités toutes très importantes et toutes au centre de l'activité qui sera organisée avec les patients. Pour ma part, je fais de l'analyse de pratique et j'ai la chance d'être avec une équipe d'ergothérapeutes, d'ergothérapie sociale en particulier. Et c'est vrai que j'avais travaillé sur la notion même le terme ergothérapie, c'est la mise en œuvre. Ça concerne l'œuvre, ce qui est à l'œuvre. Et j'ai trouvé intéressant de le prendre par le biais aussi linguistique, parce que l'ergothérapie, on pourrait penser que c'est rééducatif, mais pas seulement. C'est aussi d'accompagner ce qui est à l'œuvre et ce qui peut être encore mieux mis en œuvre, on pourrait dire. La thérapie et l'hémothérapie, c'est aussi un mot assez intéressant. Ça veut dire mettre quelque chose au service d'eux. Et dans ce sens-là, pour aller dans votre sens, l'ergothérapie serait une activité qui devient une activité au service d'eux, d'une priorité, d'un élément important pour la vie, de la qualité de vie quelque part. Donc, je trouve que ça va exactement dans le même sens de ce que vous dites. L'ergothérapie est vraiment aussi toute l'attention qu'on doit porter à ce que la personne considère ses propres priorités et ses activités significatives. Parce que chacun de nous a une représentation de ce quelles sont les activités importantes pour lui. Et c'est très important de se dire que pour tout un chacun, la priorité n'est pas la même. Et donc, ce qui est significatif pour moi, ça peut être le fait de préparer un repas pour des amis ou pour la famille une fois par semaine, peut ne pas l'être du tout pour quelqu'un d'autre. Donc, l'analyse des besoins va exactement dans ce sens-là. Et puis vous-même, ça fait depuis combien de temps que vous travaillez en tant que responsable? Ça fait 3 ans. 3 ans. Et puis le cas, on pourrait dire, le cas école, comme on dit souvent en médecine ou même dans le travail d'accompagnement, on a souvent un cas école qui nous a fait beaucoup travailler, qui nous a fait beaucoup réfléchir. Pour vous, ça serait quoi le premier cas de figure, on va dire, qui vous a fait entendre un enjeu particulier pour une personne en particulier? Vous voyez, un enjeu justement de maintien à domicile, d'une part, évidemment, mais aussi de rendre à la personne sa dignité, peut-être, à travers des activités soutenues. Enfin, quel aurait été le cas école, si on peut l'appeler comme ça, pour vous? Je ne sais pas s'il y a un cas d'école sur ces 3 ans. Je crois que les cas d'école se construisent pour les professionnels de la santé un peu tout au long de l'exercice de la profession. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir identifier avec quelqu'un ces sentiments qu'il a encore de pouvoir agir dans sa vie. Et je crois que dans toute situation de handicap ou de déficit ou tout simplement de perte d'autonomie, c'est un enjeu qui est très, très fort. C'est-à-dire la personne va mieux quand elle sent qu'elle a encore la possibilité de prendre des décisions et d'agir sur sa propre vie. Et probablement, c'est quelque chose que chacun de nous attribue à des choses différentes. Pour quelqu'un, ça peut être la santé. Pour quelqu'un, ça peut être la présence de quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un, peut être le travail, etc. C'est très diversifié. Mais le fait que la personne puisse sentir qu'elle est encore maître de sa vie permet quand même un changement important en termes de qualité de vie. Alors,
Pour quelqu'un qui a un trouble psychique, ça peut être le fait tout simplement de pouvoir décider de prendre ou pas prendre des médicaments. Ça peut être le fait de pouvoir avoir l'occasion et la possibilité de trouver un apprentissage pour pouvoir commencer à travailler. Pour quelqu'un plus âgé, ça peut être tout simplement le fait de pouvoir quelque part garder un contrôle sur son environnement. On parlait de basse vision et le fait de pouvoir garder son domicile et un contrôle sur l'environnement est parfois un élément qui renforce ce pouvoir d'agir, de ce qu'on appelle empowerment en bon français. En bon la capacité d'agir. Ouais. Oui, et l'encouragement aussi. Oui. L'encouragement à faire et à ne pas abandonner ou ne pas s'abandonner non plus. Parce que là, si on reprend, disons, le thème plus central pour nous de la déficience visuelle, quelle est la part, si on sait qu'environ l'ABA communique 4,3% de la population, c'est une donnée, disons, attestée en Europe aussi, et dans les pays, disons, comme les nôtres, et c'est plutôt vers l'âge de 70 ans qu'on commence à avoir une augmentation aussi du nombre de personnes concernées par des maladies oculaires ou par d'autres problématiques de la vision, de basse vision. Mais vous, alors justement, la part, ce que vous avez constaté depuis que vous êtes en poste, cette part-là, est-ce qu'elle occupe aussi une part dans vos discussions, dans vos colloques, dans vos recherches au-delà, disons, du chiffre statistique, hein, ça prend une part importante aussi par rapport aux besoins qui vont se dessiner dans les années à venir. Alors, évidemment, oui. Et comme vous dites, justement, au-delà de la part statistique en soi, qui est une information qui reste numérique et peu vivante, évidemment, oui, parce que la vision en soi est quelque chose de très important dans la vie des gens. Parce que la vision permet justement un contrôle sur l'environnement, permet de pouvoir s'organiser quelque part. Donc nous avons depuis déjà plusieurs années initié des formations pour nos ergothérapeutes en particulier à la basse vision. C'est-à-dire à faire en sorte que l'aménagement de l'environnement de la personne puisse être quelque part puisse favoriser le fait que la personne reste autonome à la maison. Ça peut être des choses très simples, hein, de l'aménagement de petites choses comme le fait de libérer les espaces pour que la personne puisse circuler ou bien utiliser les contrastes pour pouvoir faire en sorte que les prises électriques puissent être plus en évidence. C'est des choses parfois qui ne demandent pas des gros mouvements et des gros aménagements, mais c'est très important que les personnes soient... Vous m'avez reçu d'ailleurs dans l'appartement... comment s'appelle-t-il? Les Lab Apart. Lab Apart, voilà. L'appartement laboratoire. Oui. Mais qui est aussi un appartement témoin des aménagements possibles. Oui. Que sans doute des familles, des membres de l'environnement, des personnes qui ont un besoin de soutien ne connaissent pas. Ou même éventuellement, on pourrait peut-être supposer qu'un propriétaire ou qu'une régie soit intéressée de se dire oui, là, il y a des possibilités aussi de... Alors voilà, est-ce que c'est une action sociale? Non, c'est une action normale presque, plus que sociale. C'est normal d'adapter un logement à des besoins existants pour ne pas saturer les hôpitaux. Nous sommes tous gagnants en fait. J'allais y venir, vous m'avez anticipé. Effectivement, les Lab Apart, c'est une expérience que nous venons de construire, ça fait désormais 3-4 mois, en collaboration avec des architectes, en collaboration avec nos ergothérapeutes, avec les diététiciens et avec les services des techniques de l'autonomie, qui est un peu un travail de collaboration interprofessionnelle autour du fait de comment on peut aménager un appartement avec quelques solutions, souvent des solutions qui ne sont pas extrêmement coûteuses, quelques solutions qui parfois font intervenir évidemment les régies et les propriétaires des appartements, mais parfois pas nécessairement.
mais avec une attention particulière à tout ce qui peut être soutenu en termes d'aménagement et en termes d'accompagnement. Et cela peut aller du fait de surélever un fauteuil ou bien, comme je vous disais, de mettre en évidence les contrastes pour faire en sorte qu'une prise électrique puisse être identifiée plus facilement ou distribuer différemment l'aménagement des tapis par terre, etc. Donc, c'est des choses pour lesquelles notre fonction est une fonction et notre mission est vraiment une mission d'accompagnement par rapport évidemment aux citoyens, mais comme vous dites aussi par rapport aux régies, aux propriétaires qui pourraient être intéressés. Et je dirais aussi aux autres professionnels, parce que l'IMAD s'occupe aussi de quelque part de témoigner de cette difficulté, par exemple, par rapport à la vision ou au vieillissement, via des actions qui sont des actions de formation en interne et aussi en externe, et qui donnent cette possibilité de faire l'expérience d'être dans la peau d'une personne âgée, donc avec peut-être quelques problèmes articulaires en plus, quelques problèmes de vision. Et donc, c'est vraiment une vision holistique du fait de pouvoir agir directement, mais aussi former et aussi informer. Oui. Vous parlez du contraste. C'est vrai que j'avais entendu de la part de Michel Mater, qui est aussi membre du comité de pilotage de Prunelle, m'avait bien expliqué que le contraste était très important et quand on perd la possibilité de nuancer, voilà, on a même par rapport à la main qui veut attraper une tasse, sans le contraste, on n'arrive pas. Oui, et c'est quelque chose qui est tout à fait vrai. C'est vrai dans les aménagements de l'appartement, c'est vrai pour la lecture. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, produire des flyers ou des documents qui soient accessibles aux personnes qui ont un problème de vision, il y a quelques aménagements qui va être vraiment, qui va favoriser et amplifier la possibilité d'accès à ce type de documents. Donc, c'est quelque chose il est important de réfléchir quand on produit des documents ou des documents d'information pour une population qui a un problème potentiellement de vision, de pouvoir avoir des stratagèmes, des outils qui nous permettent de faire en sorte que l'accessibilité soit augmentée. Puis donc, vous, en général, en tant que médecin, vous constatez une augmentation des cas de basse vision ou de déficience visuelle suite à des maladies en général, c'est plutôt des maladies que des accidents. C'est plus rare les cas d'accidents, mais ça existe aussi. Mais disons, la tendance générale, on sait que le vieillissement de la population est un facteur important. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous avez identifiés, disons, qui permettraient de prévenir cette dégradation de la vue? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des recherches ou en règle générale, c'est une question un peu générale. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la vision, donc je pourrais pas vous dire si certains types de pathologies aujourd'hui augmentent ou ont augmenté les problèmes de vision. C'est sûr que vu qu'avec l'âge, certains types de pathologies sont plus importantes, avec le vieillissement de la population, on va sans doute aller vers des problèmes de ce type-là qui vont accroître. Maintenant, il est important de savoir que c'est un lien avec des problèmes en général pour la personne âgée et dont la vision est sûrement un problème très important et probablement des facteurs qui déterminent le fait de pouvoir rester à domicile le plus longtemps. Donc, par contre, vous avez donc une spécialisation en psychiatrie. Oui. Et alors, on pourrait poser une question qui me vient maintenant. Est-ce que, du point de vue psychiatrique, il pourrait y avoir une incidence, parce qu'on pourrait parler de la vision de manière physiologique avec une dégradation des tissus, et du fonctionnement de l'œil. Mais est-ce qu'on pourrait faire l'hypothèse que quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut plus voir, crée une sorte d'impression d'avoir perdu la vue,
alors qu'il s'agit d'une question plutôt soit de dépression, soit de difficultés d'ordre psychique plutôt. Vous voyez, j'ai l'impression de ne pas bien voir parce que peut-être que j'oublie de lever mes stores et je vis un peu dans l'obscurité parce que je suis dépressif. Enfin, est-ce que du point de vue psychiatrique, on peut faire des associations entre la vue et la difficulté psychique? Ce qu'on fait comme association la plus fréquente, c'est les hallucinations. Ou les illusions quelquefois, mais essentiellement le fait de voir quelque chose que d'autres ne voient pas ou qui serait des perceptions, disons, sans un objet. Je pense que ce n'est pas ça. Ça nous éloigne beaucoup de ce dont on discute en termes de vision. Après, évidemment qu'une situation de dépression qui fait que la personne replie sur elle-même, s'expose moins à la lumière ou ferme ses stores, etc. Mais je dirais que là, le problème n'est plus un problème de vision. C'est un problème beaucoup plus général de relation avec soi-même, avec les mondes. Et donc, je crois qu'il faut prendre ça de manière vraiment beaucoup plus globale à ce moment-là. Oui, d'ailleurs, vous avez employé la notion de holistique, d'avoir une approche globale de la personne et de son environnement de vie, de son hygiène de vie aussi. Dans ce studio, nous avons reçu aussi Marie-Paule Christians, qui était ergothérapeute et qui a beaucoup enseigné aussi auprès des professionnels. Elle disait dans une étude qu'il fallait aussi faire attention à la lumière, justement, parce qu'il se pourrait que dans une salle de bain, il y ait une mauvaise ampoule, un mauvais éclairage, et que la personne pourrait manquer d'hygiène parce qu'elle n'arrive pas à bien se prendre soin d'elle-même, et que parfois la modification de l'éclairage peut être une façon d'aider la personne à, je dirais, retarder peut-être le moment d'une... comme si on détecterait une dépression, alors que peut-être c'est pas qu'elle ne prend pas soin d'elle, mais c'est que le dispositif de l'habitat n'est plus tout à fait adapté. Absolument. Quand je parlais des contrastes en termes de couleurs, mais évidemment aussi en termes de lumière. C'est-à-dire que le fait d'avoir un éclairage qui soit adapté dans un appartement, dans une salle de bain, est quelque chose de très important pour que la personne puisse justement se repérer facilement, pas seulement par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport à elle-même. Donc, qu'elle puisse vérifier que ses habits sont propres, qu'il y ait quelque chose de l'ordre du fait d'être soignée elle-même, soit facilité par le fait que l'éclairage est adapté. Mais c'est dans ce sens-là que je dis que quand, par exemple, un ergothérapeute voit une personne fait une consultation à domicile pour une personne, c'est dans cette optique-là justement que tous ces éléments-là sont passés en revue pour pouvoir justement identifier quels sont les lieux, les situations et aussi les aménagements qui sont les plus faciles à mettre en œuvre d'une part, et aussi qui rend la vie de la personne plus digne et aussi plus autonome. Quand nous parlions avant de la capacité d'agir, le fait de redonner un pouvoir, à l'opposé, il y a ce qu'on appelle l'impotence. Est-ce que la basse vision ou la déficience visuelle, à un certain moment donné, par rapport à des pourcentages aussi de vision résiduelle, entre dans les catégories de l'impotence, et est-ce que l'assurance invalidité, avec les moyens auxiliaires, peut entrer en matière? Voilà. Est-ce qu'il y a des besoins aussi de ce côté-là? C'est-à-dire, on a parlé de l'aménagement de l'appartement, mais est-ce qu'il y a d'autres sortes de moyens auxiliaires qui peuvent être utiles à une personne? Alors ici, nous recevons aussi des personnes qui témoignent en cécité, et qui témoignent que le smartphone, par exemple, peut être très utile, évidemment. Tout ce qui est la possibilité de faire de la lecture vocale ou de l'accompagnement vocal, des commandes vocales. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'IMAD aussi appuie, ou est-ce que c'est une constatation par rapport aux moyens auxiliaires qu'il y a des besoins alors, sont-ils couverts ou non couverts par l'assurance? Ça, c'est une autre question, mais
existe-t-il et comment vous pouvez y répondre? Alors, dans l'établissement de la nécessité des moyens auxiliaires, ben justement, les ergothérapeutes ont un rôle absolument central parce qu'il s'agit là, alors on parle de vision, mais ça peut être aussi des moyens auxiliaires pour la mobilité ou pour d'autres types d'activités dans l'appartement. Et c'est évident que c'est une situation dans laquelle tous les moyens auxiliaires qui peuvent être sollicités seront évalués, pas forcément seulement des moyens auxiliaires standards. Quand on pense à moyens auxiliaires, on peut penser à une chaise roulante ou un rollator ou quelque chose comme ça. Mais quand vous parlez du smartphone, le fait de pouvoir avoir accès, par exemple, à des commandes vocales, ou bien le fait de pouvoir entendre, écouter des livres qui sont lus, malgré le fait qu'il ne s'agisse pas des moyens auxiliaires, disons, classiques pour une activité classique, font partie quand même de tous ces outils qui permettent à la personne de garder une passion, une autonomie, une activité importante. Donc, bien sûr que tout c'est aujourd'hui de plus en plus. On voit aussi au niveau des techniques de l'autonomie, comment on peut avoir des sonneries quand par exemple, il y a quelque chose qui sonne par rapport à l'appartement. On peut avoir ça par rapport à des signaux lumineux. Comme des alarmes. Exactement. Donc, pour quelqu'un qui a des problèmes d'ouïe plutôt que de vision. Donc, les choses vont de l'avant et il est très important de continuer à garder une veille sur tous ces innovations et aussi à les soutenir, d'où notre idée d'avoir un lab apart qui devrait pouvoir justement être un lieu d'expérimentation aussi pour ce type de nouvelles technologies. Un autre cliché peut-être que nous pouvons avoir à propos des bénéficiaires de l'IMAD, c'est que ce sont des personnes à domicile. Mais en réalité, j'imagine que certains, peut-être une faible partie, mais certains tout de même travaillent et sont en maintien à domicile. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent toute la journée à la maison. Absolument. Quand je parle de maintien à domicile, ça veut dire pas rester à la maison toute la journée. Ça veut dire que la personne n'est pas en institution. Donc effectivement, beaucoup de situations et des personnes dont nous occupons, c'est des personnes qui utilisent les prestations de l'IMAD pour pouvoir sortir du domicile, c'est-à-dire être prêt pour aller intégrer un moment de travail, par exemple, ou de loisirs, évidemment. Donc, bien sûr, ou certaines situations dans lesquelles on prend en charge des patients oncologiques ou des enfants. Évidemment, l'idée, ce n'est pas du tout que la personne reste à domicile. Le domicile est un peu le lieu duquel on peut partir pour aller vers une activité professionnelle ou un loisir, ou dans lesquels on doit rester dans les meilleures conditions possibles. Moi, j'aimerais revenir, alors vous l'avez évoqué vous-même, le rêve, parce que j'ai une curiosité par rapport à ça. Puisqu'une personne qui n'aurait jamais vu de sa vie, comment fabrique-t-elle des images comme nous les fabriquons, et nous comprenons bien que les rêves reprennent des fragments de scénarios visuel, on pourrait dire, le rêve a quelque chose de visuel, mais c'est de l'image qui se fabrique sans voir, puisque nous dormons par définition. Donc, ces images qui ne viennent pas de la vue, en réalité, comment justement une personne malvoyante qui n'a jamais eu l'expérience, disons, d'une image qui s'imprime dans sa mémoire, mais il y a tout de même de la mémoire. Alors, c'est des vieux souvenirs, ça, parce que c'est quelque chose vraiment tout au début de ma carrière. Aujourd'hui, sûrement, les neurosciences sont allées bien plus loin que ça, mais la partie, en tout cas, la recherche dont je me suis occupée était centrée sur les rêves des personnes qui avaient un problème de vue et même des personnes qui étaient aveugles depuis la naissance. Et les images se construisent au fond. Chacun de nous a des images qui se produisent pas forcément en relation avec ce qu'on a vu avec les yeux,
Oui. parfois avec des images internes, des représentations. Mhm. On peut penser à des endroits qu'on ne connaît pas et avoir une image qui apparaît et pas forcément la vérifier Mhm. avec, je sais pas, quelque chose qui soit réel. Donc, je pense qu'il faut rester sur l'idée qu'il y a des images qui sont des images associées à la vue, mais des images aussi psychiques, des représentations, une manière de s'imaginer le monde. On sait que l'imagination a une puissance créative assez importante. Oui. Donc, ça serait l'effet même d'un monde psychique. Les mondes psychiques fonctionnent essentiellement par image, peu importe si les yeux nous accompagnent ou pas. Et des personnes malvoyantes et aussi qui vraiment avaient un problème de vue depuis la naissance, elles peuvent décrire des couleurs parfois. Et on ne sait pas quelle est l'image associée à l'idée de la couleur. Mais sans être pour autant de la synesthésie, c'est pas forcément... Non, c'est vraiment une description et... voilà, ça appartient à des images internes, probablement. Des fois, c'est une combinaison de perceptions qui pourrait être justement la synesthésie dans certains cas de poètes ou de musiciens. Oui. Mais là, il s'agit encore d'autre chose. Et ça m'a fait penser aussi à quand on parle de l'impression du déjà vu ou l'impression du déjà vécu. Alors, c'est une impression qui se cale sur la mémoire, mais pas exactement, qui est aussi dans un décalage par rapport à la mémoire, qu'on pourrait dire du réel, mais encore faudrait-il savoir ce que c'est le réel. Là, vous allez plus loin. Mais oui, bien sûr. Mais cette impression de déjà vu, alors que la situation qu'on croit avoir vécue n'existe pas en tant que telle. Oui, et il y a des fois des situations dans lesquelles Jung parlait de synchronicité, c'est-à-dire qu'on a à un moment donné comme une perception de quelque chose qui se passe et qu'on n'arrive pas vraiment à définir et pour lequel on n'a pas des données cognitives pour savoir que c'est quelque chose qui se passe au même temps et parfois dans des dimensions temps et espace qui ne sont pas exactement coïncidentes. Mais le monde psychique a ça comme avantage, c'est qu'il permet plusieurs solutions différentes. Par ce biais, on pourrait dire aussi et considérer que les personnes à domicile ont besoin aussi d'interlocuteurs, d'interlocutrices et d'un entraînement aussi simplement de paroles, de conversations, de pouvoir exprimer des choses. Et je pense que la solitude aussi, c'est un phénomène sérieux et sévère à prendre en compte, l'isolement, la solitude. Alors des fois, il y a de la solitude assumée qui n'est pas exactement de l'isolement. Par contre, parfois, il y a de l'isolement qui est vraiment une coupure du lien. Il n'y a plus d'interlocuteurs, d'interlocutrices ou très peu. Et donc, il y a un appauvrissement aussi de l'activité psychique, intellectuelle, qui peut créer aussi des problèmes de santé importants. De ce fait, je pense que la partie, si on ressoulignerait le rôle de l'ergothérapie, c'est aussi de maintenir du lien, créer du lien, remobiliser du lien, même peut-être par rapport à l'environnement familial ou autre, ou peut-être avec les ressources sociales qui existent, les clubs pour personnes accompagnées, ou même des clubs d'activités artisanales, etc. Je pense qu'à Genève, il existe beaucoup de choses, mais peut-être parfois méconnues aussi, pas toujours connectées. Et là, il y a peut-être le travail de réseau aussi qui est important, je suppose, chez vous. Absolument. Là, vous faites bien à faire la différence entre une solitude choisie par moment, ce qui est un droit et qui est peut-être aussi quelque chose qui est nécessaire à certains moments de la vie, avec l'isolement qui est considéré un vrai facteur de risque. L'isolement est un facteur de risque pour la santé mentale, c'est un facteur de risque même pour des pathologies somatiques. Donc, c'est très important de le reconnaître comme quelque chose qui doit être pris en compte dans toute évaluation. Donc, effectivement, les travails des ergothérapeutes parfois, et c'est lui aussi, mais pas seulement des ergothérapeutes, aussi de toutes les équipes à domicile d'une manière ou d'une autre, et aussi c'est lui de pouvoir rétablir les liens
d'une part déjà avec les personnes, les soignants ou les personnes qui vont à domicile, mais aussi avec les personnes significatives. D'où le fait que pour quelqu'un de retrouver de la mobilité peut vouloir dire tout simplement se rendre à nouveau dans les bistrots dans lesquels des amis jouent aux cartes. Et ça, c'est quelque chose qui en soi est extrêmement bénéfique en termes de santé mentale, de qualité de vie, etc. On pourrait rapprocher cela des zones bleues, les fameuses zones bleues où les personnes ont une longévité étonnante, surprenante, comme voilà, il y a eu plusieurs reportages là-dessus. Mais on sait que par exemple en Sardaigne, le fait d'avoir un village, une place, et même peut-être un tout petit bout de terre où on peut faire pousser les tomates et discuter des tomates qui ont poussé, c'est-à-dire de créer aussi une activité qui est un prétexte de rencontre et d'échange. Créer ces sortes de zones bleues, de prolongation d'une longévité qui des fois était inexpliquée, ça peut être peut-être aussi d'autres facteurs, bien sûr. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il s'agit aussi de créer, vous l'avez dit, une qualité de vie la plus optimale possible, qui va d'ailleurs réduire les risques de dégradation de la santé et aussi les risques d'accidents, sans doute, de chute ou de même les accidents à domicile, on sait qu'ils sont très nombreux. Donc cette prévention et cette attention à la personne, aujourd'hui on entend que c'est ça qui est central en fait, c'est l'attention à la personne aussi. L'attention à la personne, le fait de faire avec la personne, on parle souvent de mettre la personne au centre, mais faire avec la personne est encore peut-être un élément plus fort dans cette interaction-là. Vous parlez de prévention, évidemment, parce que les soins interviennent à un moment précis où le déficit, quelque part, s'est installé, où la pathologie s'est installée. Mais quand on fait une évaluation globale et holistique de la personne, on va aussi regarder à tous les domaines dans lesquels la pathologie n'est pas présente, mais dans lesquels une action de prévention pourrait, par exemple, éviter le développement d'un souci ou d'une problématique de santé. Donc, c'est très important de pouvoir, là-dedans, agir toujours avec ce double regard, celui du soin quand il y en a besoin, mais aussi celui de la prévention quand cela est encore possible. Et ça, à tout âge et dans n'importe quelle situation. Parfait. Écoutez, je crois qu'on arrive à la conclusion de notre discussion. Non seulement je vous remercie, mais j'aimerais aussi vous inviter à juste dire qu'est-ce que c'est prunelle pour vous? À quoi ça vous fait penser? À la prunelle des yeux, j'imagine, essentiellement. Oui, voilà. Et je dois dire que la couleur de ces murs, c'est très évocatrice d'un moment d'apaisement et peut-être aussi d'une occasion de discuter de manière moins scientifique et peut-être plus libre autour de sujets qui sont des sujets importants et qui touchent un peu à tout âge et toute situation. Eh bien, c'est une belle note. Merci beaucoup, Alessandra. Merci à vous.